Voilà, eh bien bonjour à tous, merci de vous être levés tous très tôt pour assister à cet atelier. Donc j'ai le plaisir, donc moi je suis Nathalie Souf et j'ai le plaisir de vous inviter à cet atelier qui est co-organisé avec Sandra Bringuet, ma collègue, autour des forums de santé. Alors il est vrai qu'à l'heure actuelle, on a de nombreux patients qui commencent à interagir avec les forums de santé. Et dans le cadre de cette université d'été, il devenait très intéressant de s'intéresser à ces éléments-là, cette émergence de connaissances, ces discussions, et de voir ce que l'on peut faire, comment ces forums de santé peuvent impacter et être exploités pour gérer en fait de nouvelles connaissances. Et nous avons sous-titré cet atelier « Quand le patient prend le pouvoir sur sa santé », parce que vous allez voir que ça induit des éléments un petit peu novateurs et différents dans le comportement des patients. Donc au niveau du programme de cet atelier, moi je suis chercheur à l'IRIT et puis je travaille beaucoup dans l'équipe ISIS ici autour de la e-santé et je vais avoir le plaisir d'introduire cet atelier. Nous aurons ensuite Sandra Bringuet qui travaille au LIRM qui vous présentera un certain nombre d'axes de recherche qui sont menés autour de l'exploitation des données dans ces forums de santé et ça nous donnera donc des perspectives pour pouvoir évoluer et se servir de ces connaissances. Et puis nous avons une partie que j'ai appelée témoignage où là on va avoir des interventions sur l'utilisation qui peut être faite à l'heure actuelle, qui pourra être faite, qui est très pratique avec des données de santé. Et nous avons le plaisir d'accueillir Caroline Mollevy, qui est biostatisticienne à Montpellier et qui nous donnera des éléments d'exploitation de ces forums de santé, en particulier autour du cancer du sein. Alors malheureusement, nous devions avoir Emmanuelle Benaïm, qui est avocate de formation et qui est bénévole pour l'association Rénalou. Donc c'est une association qui travaille autour des problèmes de reins et de déficience avec les reins. Et malheureusement, elle a eu des problèmes tout bêtement logistiques et n'a pas pu arriver ce matin à 9h. Donc cette intervention n'aura pas lieu. Mais nous avons bien la présence de Beate Bartz, qui est présidente de l'association Vivre sans thyroïde. Cette association met en œuvre un forum depuis de nombreuses années et elle pourra nous faire part de son expérience, de ses retours d'expérience et de la position des patients et de l'interaction avec les médecins au travers de ces nouveaux médias et de ces nouvelles communications. Donc j'espère que nous pourrons réserver, on va essayer de faire attention au timing sur ce point, un moment de débat avec la salle pour que nous puissions discuter. Et nous avons des chercheurs impliqués dans les différents projets qui sont parmi nous. Donc n'hésitez pas, nous serons nombreux à pouvoir dialoguer et discuter autour de ces éléments-là. Voilà, alors la première question qu'on est amené à se poser dans cet atelier, c'est qu'est-ce qu'un forum? Évidemment, je ne m'attarderai pas sur ce point énormément, mais juste pour cadrer et que nous puissions parler tous de la même chose. Donc le forum, c'est bien un espace de discussion avec la particularité que de nombreuses personnes peuvent discuter. Il est souvent espace de discussion publique, parfois avec un certain nombre de restrictions, mais toujours ouvert à beaucoup de participants et toujours possibilité de discuter de façon nombreuse, avec des informations et des discussions qui sont conservées, que l'on peut regarder au moment où on veut, une communication asynchrone et très souvent une structuration. Donc on a un forum thématique, des catégories, des sous-catégories, puis un sujet. Et autour de ce sujet se construisent les discussions. Donc
À nouveau, pour bien poser les idées avant que nous commencions ces débats, un exemple de message. En fait, vous avez ici un extrait d'un forum de Doctissimo, puisque Doctissimo est l'un des forums extrêmement utilisés. Et vous voyez que sous la thématique générale grossesse de Doctissimo, on trouve des forums sur la grossesse et les bébés, puis des catégories qui vont traiter des fausses couches, et enfin, le dernier élément, un topic de message fausse couche septembre, dans lequel on va pouvoir travailler. Alors le forum, il a une partie texte, et cette partie texte est bien souvent très différente, avec un style très différent de ce que l'on peut avoir soit par oral, soit sur un écrit beaucoup plus classique. Et puis, il a énormément d'informations également, qui sont le nom de la personne qui écrit ce forum, avec éventuellement un statut, la date à laquelle il a posté ce forum, éventuellement des informations, est-ce qu'il est repris, cité, etc. Et des signatures des utilisateurs qui contiennent des éléments très intéressants. C'est un peu des messages dans le message. Les gens, au travers de leur signature, de leur pseudo, montrent un certain nombre de connaissances sur eux-mêmes. Autre particularité des forums, on retrouve des règles de 80-20 assez classiques où on a à peu près 80-90% des gens qui vont simplement regarder les forums et les utiliser de façon passive. Et puis vous avez une quinzaine, vingtaine de personnes, de pourcentage de personnes qui sont des contributeurs, avec très souvent des contributeurs ponctuels. Je pose une question une fois parce que j'ai un problème précis et puis voilà, je vais attendre ma réponse et simplement ça m'aura suffi. Et un certain nombre, mais très faible, de gens qui sont des accros au forum et qui postent sans arrêt. Donc maintenant, on vient au vif du sujet. Pourquoi est-ce que nous nous intéressons au forum de santé et qu'est-ce que l'on peut en faire ? Alors le premier constat, c'est que ces forums de santé sont des espaces d'échange qui sont absolument exceptionnels parce qu'ils vont déjà avoir une volumétrie qu'il est très difficile d'obtenir sur des données publiques, classiques, grand public. On a effectivement dans le monde de la santé un tas d'informations encyclopédiques, on a énormément de cours. On a dans le monde de la santé énormément d'informations du type référence bibliographique avec tous les derniers articles que vous trouvez sur PubMed sur des articles scientifiques, des connaissances scientifiques qui sont publiques également. On a d'un autre côté des gros volumes de données mais qui là sont complètement conservés, confidentiels, gardés dans des dossiers patients et dans nos systèmes d'information, qu'ils soient hospitaliers ou qu'ils soient du praticien. Et puis, on a cet espace complètement novateur, complètement atypique, où les gens vont écrire et vont donner des informations sur la perception qu'ils ont de leur maladie ou des soins ou de ce qu'ils ressentent et de façon très différente. Alors, c'est vraiment énorme. Quand vous faites une requête forum de santé bébé bougé, vous obtenez un nombre de résultats très, très important. Le deuxième point qui fait que nous pouvons ancrer nos recherches sur ces forums de santé, c'est que ça devient un espace d'échange qui est exceptionnel par ses caractéristiques cette fois-ci. Non plus la volumétrie, mais le cœur même des échanges dans ces forums. Alors pourquoi ? Parce qu'ils sont asynchrones et ils sont toujours présents. Et la plupart des échanges que l'on a dans le monde médical, c'est avec son médecin, son spécialiste, dans un délai qui est extrêmement concis. Je vais voir mon médecin, je discute, je suis au mieux 15-20 minutes avec lui. Au bout de 30 secondes, il m'a coupé la parole et il m'a posé une question. Ce sont des études qui ont été faites. Et puis j'oublie. Je reçois une information médicale, je suis assommée avec, j'oublie de poser plein de questions, je ressors, j'ai plein de choses à demander en complément, j'ai plein d'envies, j'ai plein de doutes, et ce réservoir de questions-réponses qui est le forum, qui est asynchrone et toujours présent, c'est quelque chose d'extrêmement important.
Alors l'autre point, c'est qu'il est plus ou moins anonyme. Donc vous allez pouvoir demander des choses que franchement, ça serait peut-être un petit peu difficile ou délicat de demander à votre médecin. Et si je commence à me demander si je ne perds pas un peu la tête, et si je n'ai pas des moments d'Alzheimer, peut-être que ça sera plus facile pour moi d'aller commencer à piocher dans le forum pour essayer de me rassurer ou de me faire peur que de poser la question directement à quelqu'un qui va beaucoup plus impacter ma démarche. Je peux être lecteur ou contributeur, j'ai la liberté d'agir ou de ne pas agir. Et surtout, je vais être un consommateur proactif, c'est-à-dire que je vais pouvoir m'impliquer, donner mon avis, réussir à donner des informations, et ça, à nouveau, c'est extrêmement important. Alors, quand on creuse un peu et que l'on regarde comment sont utilisés les forums, on a des grandes classes, pas déterminées de façon très, très officielle, mais néanmoins, on ressent des grandes classes d'utilisation par les patients. Donc, ils partagent leurs expériences et ils essayent d'avoir quelqu'un qui les écoute, quelqu'un qui soit dans leur cas et qui puisse leur renvoyer une information. Donc voilà, vous avez en marron, on a des titres de topics de forum. Donc par exemple, à quel mois est-ce que je peux sentir bébé bouger ou échec d'une insémination, je veux avoir des infos. Ils peuvent s'automédiquer. Et là, ils vont essayer de chercher des informations pour avoir le bon produit, pour être soignés et réussir à prendre une médication eux-mêmes. Ils peuvent essayer de gérer des effets de traitement en se demandant s'il y a une douleur, s'il y a des effets secondaires, s'il y a des éléments qui vont être délicats à gérer après tel ou tel traitement. Ils peuvent avoir envie de récupérer des informations fiables et d'accroître leurs connaissances en demandant une information précise, par exemple, à propos des traitements inducteurs de l'ovulation. Ils ont l'anonymat, et j'en ai parlé, mais ça permet d'exprimer des choses beaucoup plus subtiles, des opinions, des doutes et des éléments assez difficiles à capter autrement. Et puis, il y a énormément de débats, alors stériles ou non, mais on a énormément de débats sur les forums. Et je vous invite à vous amuser à aller sur les forums de vaccination, par exemple. C'est assez édifiant de voir les débats qui peuvent exister. Dans ce cadre-là, il y a un certain nombre d'enjeux qui émergent au niveau de la recherche, parce qu'on va pouvoir essayer d'utiliser ces données pour les patients, pour les aidants, pour les laboratoires, pour les professionnels de santé. Et en fait, tout un chacun qui tourne autour du monde de santé va réussir à capter des éléments intéressants. Alors, qu'est-ce qu'on peut capter ? On peut capter des choses du type un vocabulaire adapté. Et effectivement, les patients n'utilisent pas les mêmes termes que les professionnels de santé. Et pouvoir regarder ce qui se passe dans les forums nous permet de comprendre mieux quel est le sens que les patients mettent derrière les mots et de pouvoir soit utiliser les mots justes, soit donner des explications complémentaires. On va pouvoir éventuellement, par ce volume de données, faire du data mining et émerger des connaissances, et on va pouvoir espérer récupérer des retours d'informations sur ce qui se passe dans la vraie vie de façon intéressante. C'est aussi un espace où on va être amené à inventer de nouvelles collaborations. Donc les collaborations patient-patient, on les ressent bien, mais on a des collaborations médecin-patient qui vont pouvoir aussi se mettre en place et qui se mettent déjà en place au travers de forums. Et puis, il ne faut pas oublier l'aidant qui, lui aussi, va avoir, la famille, va avoir envie de récupérer des informations dans ce cadre. Donc le patient, au travers de ces éléments, va devenir acteur de sa santé. Alors ça pose un certain nombre de points compliqués et de verrous au niveau scientifique. Vous avez des problèmes de volumétrie, je l'ai évoqué comme étant quelque chose de très positif, mais en même temps, ce n'est pas si simple de travailler sur cette volumétrie. On a des textes qui sont extrêmement peu normés, donc c'est parfait parce que les gens peuvent s'exprimer, on les laisse s'exprimer,
mais cette hétérogénéité va nous rendre difficile certains types d'analyse de texte, par exemple. Et puis la langue est pour le moins approximative, avec plein d'erreurs, de fautes d'orthographe, plein d'abréviations, plein de signes, des lol, des smileys, des machins, des bidules. Et donc les enjeux sont vraiment, vraiment intéressants et importants. Alors, en conclusion de cette introduction, je vous recommanderai un rapport qui a été fait par Robert Picard et Jean-Pierre Dardéiol en juin 2010, qui a une vue assez globale sur ce que sont les logiciels de santé, les logiciels sociaux en santé et en autonomie. Et puis la suite de l'atelier est là pour vous montrer d'une part ce que l'on peut faire nous en tant que chercheurs pour travailler sur ces données, et puis ensuite vous faire part des retours d'expérience que l'on peut avoir dans ce cadre. Voilà. Alors merci Nathalie pour l'introduction. Donc, moi, je me présente, je suis Sandra Bringuet, donc je suis maître de conférence à l'Université de Montpellier Paul Valéry, donc c'est l'Université des Lettres. Je suis informaticienne et je vais vous présenter aujourd'hui un projet que nous menons qui s'est intitulé Projet Patient Mind. Donc, c'est un projet qui est financé depuis un peu plus d'1 an et demi, qui par le réseau Inter et Message, c'est Maison des sciences de l'homme, donc, qui regroupe celles de Montpellier, de Lille et de Toulouse. Ce projet regroupe 8 partenaires avec des informaticiens, des statisticiens, des linguistes et des partenaires en santé. Donc, le centre d'investigation clinique qui est rattaché au CHU de Montpellier et l'Institut du cancer de Montpellier. Donc, vous aurez une présentation tout à l'heure. Alors, dans le cadre du projet, comme l'a très bien introduit Nathalie, on s'intéresse au forum de santé. Donc, c'est vraiment notre objet d'étude. Et pour nous, voilà, c'est intéressant par ses caractéristiques. C'est un espace asynchrone de messages textuels. Et on y retrouve des discours qui sont vraiment un mélange entre oral et écrit. Et ce qu'on va essayer de capter, c'est la perception que les patients ont de leur santé au travers de ces forums. Alors, je vais organiser mon exposé en 2 parties. Une partie sur l'enrichissement de messages. Comment est-ce qu'on va aller essayer de rajouter de l'information sur ces messages qu'on cherche à exploiter. Et une partie, alors là je m'y attacherai un peu moins, sur la visualisation de messages pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a enrichi les messages des forums. Alors, je vais commencer avec la première partie. Alors, quand on souhaite enrichir les messages, on va regarder ça comme message, on va se poser un certain nombre de questions. La première question qu'on se pose, c'est de quoi on parle ? On sait que les messages sont rattachés quand on poste à des catégories, mais comment est-ce qu'on ne peut pas en savoir un peu plus ? On va se poser la question également de comment est-ce qu'on en parle ? Qu'est-ce que les gens veulent exprimer derrière ce qu'ils racontent ? Qui parle également ? On sait que c'est ouvert à tout le monde, mais plus précisément, qui est-ce qui va aller s'exprimer dans ces forums ? Et finalement, à quel moment ? Donc chaque patient a une histoire, et c'est important de savoir à quel moment il va aller s'exprimer dans les forums. Donc pour chacune de ces questions, on a essayé de mettre en place des méthodes automatiques ou semi-automatiques pour aller récupérer ces informations. Alors, je vais commencer avec la première question, de quoi on parle ? Donc ça, c'est quelque chose qui est finalement assez facile. Les gens, quand ils postent un message, ils vont choisir une catégorie de messages. Mais on s'aperçoit que souvent, les gens vont aller mettre dans la catégorie autre parce que les sujets la liste de sujets est assez longue, donc c'est un peu fastidieux d'aller trouver la bonne catégorie. Donc du coup, on a essayé de développer une méthode qui automatiquement va proposer à une personne le bon topic. Donc c'est ce qu'on appelle la prédiction de topic. Alors comment on fait ça ? C'est assez facile. On récupère des messages qui ont déjà été postés dans des catégories. On va aller récupérer des descripteurs sur ces messages. On apprend quels sont les mots qui sont caractéristiques des forums sur la fausse couche, par exemple. On va utiliser d'autres informations sur les auteurs tels que l'âge. Bon, suivant l'âge, on ne va pas poster dans les mêmes forums. Donc on a toute une sorte de liste de descripteurs.
Et en fonction de ça, on va faire des propositions. Alors c'est quelque chose qui marche assez bien. On va calculer des scores pour vérifier que quand on propose un topic, c'est le bon. Et on arrive à peu près à 95% de réussite. Donc c'est quelque chose qui est assez facile. Donc ça vient en complément pour savoir de quoi on parle. Alors on peut regarder les choses un peu plus précisément. Quand on a un message, souvent ils sont assez longs. Et dans un message, on va avoir plusieurs sujets qui vont être évoqués. Donc ça, c'est un travail qui est en cours de réalisation avec Andrea Tagliari qui va venir nous visiter au LIRM en octobre pour aller appliquer des méthodes de fouille de texte qui vont faire émerger des sujets dans les messages. Donc par exemple, là on a un message avec un premier sujet que j'ai matérialisé en orange, un autre sujet matérialisé en bleu, et c'est intéressant de voir qu'il y a 2 thèmes dans un seul message qui était associé à une catégorie. Donc ça, ce sont des choses qui sont relativement assez simples à mettre en place. Dans un deuxième temps, on s'est demandé comment est-ce que les gens vont parler dans les forums. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué. On a essayé d'aller observer différents types de marqueurs dans ces textes. On a travaillé sur tout ce qui est sentiments, émotions, incertitudes et risques, et actuellement, il y a un travail qui est fait sur les citations. Alors, je vais commencer par le premier exemple, sur sentiments et émotions. Donc, pourquoi est-ce qu'on a regardé ça? C'est parce que quand on lit les textes, c'est vraiment chargé en émotions. Les gens, ça les touche quand ils parlent de leur santé, donc ils vont exprimer beaucoup de choses qu'on peut capter. Donc là, je vous ai mis 3 exemples de phrases avec des mots qui vont représenter des émotions en couleur. Donc depuis, je suis trop mal à cause des douleurs, je n'arrête pas de pleurer. Donc voilà, si on repère les mots en rouge, on va savoir que la personne, elle est triste. De même, je suis en stress total, voilà, stress total, ou des choses un peu plus positives avec ton témoignage me rassure. Alors, pour capter ce genre de marqueurs dans les textes. Ça se fait également avec des méthodes semi-automatiques, donc de classification supervisée, parce qu'il existe des lexiques qui vont associer à des mots des émotions ou des sentiments positifs ou négatifs. Donc, c'est important d'aller récupérer ces lexiques, mais on ne peut pas se contenter de regarder cela, car il y a beaucoup d'expressions qui vont passer par la représentation iconique de ces expressions. Donc les smileys, quand on utilise des abréviations telles que LOL, ou des éléments graphiques particuliers comme la mise en gras, qui vont accentuer en fait les sentiments et les émotions qu'on place dans les textes. Alors, on a également été travailler sur la recherche de patrons grammaticaux fréquents. Donc, quand on exprime une émotion, souvent, on va le faire de manière récurrente avec des mêmes constructions grammaticales. Donc, ce sont des bons descripteurs pour aller repérer dans les messages ces expressions. Alors, actuellement, on a travaillé donc sur une méthode qui est relativement efficace. À 70%, on va repérer des phrases qui contiennent ces marqueurs d'émotion. Donc, c'est un petit peu différent selon les émotions, mais par exemple, pour la tristesse, ça marche encore mieux que ça. La difficulté qu'on a rencontrée, c'est que ce sont des méthodes qui ont été extrêmement étudiées pour l'anglais et qu'il y a peu de ressources équivalentes pour le français. Donc, en anglais, ça marche très bien. Sur le français, un petit peu moins. Donc, du coup, on a travaillé cette année sur la traduction d'une ressource qui existait en anglais pour aller repérer ses émotions et ses sentiments vers le français. Alors comment est-ce qu'on a fait ça? C'est assez simple. On a utilisé tous les traducteurs qui sont actuellement disponibles en ligne et qu'on peut aller interroger. Et on est parti du principe que si plusieurs traducteurs étaient d'accord, on pouvait se dire que la traduction était correcte. Pour vérifier cela, on a employé une vraie traductrice qui a travaillé pendant 2 mois à retraduire une très grosse partie de la ressource. Et nous avons validé une règle qui dit que si 3 traducteurs se sont mis d'accord, alors on a une traduction qui est exacte. Et donc ça s'est vérifié à 95% sur toute la base qu'on avait. Donc on a maintenant à disposition une nouvelle ressource pour le français qui va permettre d'aller repérer ses émotions et ses sentiments. Donc on peut transposer ce qu'on a fait au français. Maintenant, donc, une fois qu'on a trouvé ces expressions, ce n'est pas suffisant parce qu'on aimerait savoir qui ressent l'émotion et puis à propos de quoi. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a été repérer la source et la cible du sentiment.
Donc la source, ça va être la personne qui le ressent et la cible, sur quoi ça porte. Donc là, je suis en stress total pour l'opération. La source, c'est je, c'est moi qui ressens le stress total. Et pour l'opération, c'est sur quoi porte mon émotion. On a une phrase qui est grammaticalement inversée. Ton témoignage me rassure. Donc là, c'est pas si simple d'aller repérer parce qu'on voit que c'est pas la même construction grammaticale. Alors pour faire ça, donc on l'a fait tout d'abord en anglais. Donc on a été utiliser une ressource qui permet d'aller repérer les notions de patient et d'agent dans les textes. Et ainsi, on a pu repérer donc, qui ressentait les émotions et à quel propos. Donc là, de la même manière, on n'a pas de ressource équivalente à cette ressource FrameNet pour le français. Donc on travaille actuellement sur une ressource qui est développée également dans notre laboratoire, qui est un jeu sérieux pour construire un réseau lexical. Et on arrive à avoir des bons résultats pour avoir également en français cette notion de source et de cible. Alors, dans le projet, d'autres partenaires vont également s'intéresser à d'autres types de marqueurs tels que l'incertitude et le risque. Alors, c'est quelque chose qui est également intéressant. Donc là, je vous donne des exemples d'incertitude. Je pourrais avoir du diabète. Je doute de sa franchise. Et puis, des marqueurs plus liés au danger. Ce traitement est-il dangereux? Attention aux effets secondaires. Alors, c'est nos partenaires de Lille qui ont beaucoup travaillé sur l'incertitude, donc le premier bloc. Et ils ont été, par exemple, comparer ces marqueurs dans différents types de textes, donc dans les forums, mais également dans les comptes rendus d'hospitalisation, par exemple. Et donc, ce qu'ils ont pu remarquer, c'est qu'on pensait que c'était ceux qui allaient douter, ça allait être les patients, ceux qui avaient le plus de questions. Et en fait, pas du tout. C'est les médecins qui vont utiliser ce type de marqueur pour aller prendre des pincettes sur ce qu'ils affirment. Donc voilà, donc on n'avait pas regardé avec le bon prisme. Et donc le marqueur d'incertitude était vraiment très important dans tout ce qui était discours médical. Alors, un autre type de travail qui est réalisé actuellement, donc il y a quelqu'un qui est dans la salle qui travaille dessus, donc c'est sur tout ce qui est citation. Donc c'est d'aller voir dans les messages, donc dans les messages on cite souvent les messages qui ont eu lieu précédemment, et en général avec une certaine intention. Donc c'est intéressant d'aller repérer ces citations parce que on voit qu'il y a vraiment des échanges entre personnes dans les forums et d'essayer de comprendre pourquoi c'est utilisé. Donc par exemple pour contredire, X cite Y pour mettre en question les propos de Y. Donc voilà, quand il y a des débats, c'est intéressant de repérer ça. Le témoignage, X fait part de sa propre expérience à propos d'un sujet qui a été proposé par Y. Le conseil, X cite Y pour donner un conseil. Faire rire, alors c'est étonnant parce que ces forums sont assez tristes souvent, mais il y a beaucoup d'humour. Les gens ils sont là pour se soutenir et donc repérer ces tranches d'humour, c'est aussi intéressant dans les textes. Donc voilà, donc ça c'est des travaux qui sont actuellement en cours. Donc on a vu la partie de quoi on parle, comment on en parle, et maintenant je vais vous parler de qui parle. Alors, qui parle, c'est pareil, il y a beaucoup de gens, les forums sont ouverts, tout le monde peut s'exprimer. Et donc, la première question qu'on s'est posée, c'était est-ce qu'on pouvait distinguer dans ces forums les infos qui venaient des professionnels de santé et les infos qui venaient plutôt des patients. Donc, là encore, on a travaillé sur une méthode d'apprentissage qui est basée sur un certain nombre de descripteurs. Donc, on a utilisé les descripteurs qu'on avait vus avant, les mots, puis on a également utilisé tout ce qui représente les sentiments, qui est plutôt pas utilisé par les médecins et au contraire l'incertitude qui est utilisée par eux. Et on arrive à 95% à repérer les médecins dans les forums. Alors bon, ça n'a pas vraiment d'utilité puisqu'en général dans les forums, les médecins ils vont se déclarer comme médecins, donc on sait que c'est des médecins. Par contre, avec ce type d'approche, on va pouvoir repérer d'autres catégories de personnes. Donc ça, c'est un travail qui est actuellement en cours pour aller repérer les personnes qui sont expérimentées et les proches. Parce qu'on ne parle pas pareil quand on connaît sa maladie, qu'on l'a déjà passée, qu'on va donner du conseil aux autres, que quand on vient poser sa question pour la première fois dans le forum. Donc là, c'est pareil, on arrive, alors pas avec des scores aussi hauts, mais à repérer ces personnes expérimentées qui ne sont pas des professionnels de santé, mais qui sont intéressants à remonter, à mettre en avant dans les forums parce qu'elles peuvent donner de l'information plus pertinente qu'un nouveau patient. Donc ça, c'est un premier type d'approche.
On a travaillé également depuis 6 mois sur un modèle qu'on appelle le modèle de confiance, donc c'est un bien grand mot, pour essayer d'aller redonner une note aux utilisateurs pour savoir s'ils sont des bons utilisateurs ou des mauvais utilisateurs. Alors souvent ça existe dans les forums où les gens vont pouvoir cliquer j'aime, j'aime pas les commentaires, et en fonction de ça, les forums calculent une note. Il y a des forums aussi qui fonctionnent sur tout ce qui est réactivité, activité. Donc, est-ce qu'une personne poste beaucoup, répond vite, répond avec de nombreux messages? Donc, nous, on a pris un autre point de vue, comme on avait travaillé sur les marqueurs de sentiments, et on est allé se demander si on ne pouvait pas utiliser ces sentiments pour essayer de qualifier une personne. Si une personne poste des messages et qu'elle génère beaucoup de réactions de colère, c'est peut-être pas quelqu'un qui est très intéressant. Si au contraire, les gens, une fois qu'il a posté, génèrent des réactions de confiance, là c'est quelqu'un qu'on voudra mettre en avant. De même, on a travaillé sur tout ce qui est la divergence par rapport à un fil de discussion. Si dans un fil de discussion, tout le monde est triste et puis que j'ai quelqu'un qui est très gai, peut-être que soit j'ai besoin de le mettre en avant, soit au contraire, en tout cas, il est différent des autres. Et c'est cette différence qu'on va essayer de capter. Alors, donc voilà, donc ça c'est des travaux en cours et actuellement on a finalisé un petit peu cette partie-là. Alors, la dernière question qu'on s'est posée, c'est quand est-ce qu'on parle? Donc, cette question, elle est venue parce qu'on travaille sur des maladies longues. Donc, Caroline en dira un petit peu plus tout à l'heure, mais par exemple, sur le suivi de personnes qui ont le cancer, c'est important de savoir si la personne, elle parle avant l'opération, après l'opération. Est-ce que c'est une rechute ou est-ce que c'est un premier cancer? Donc, c'est ces informations qu'on voudrait récupérer automatiquement dans les textes. Donc là encore, on a travaillé sur une méthode d'apprentissage où on va aller repérer des expressions temporelles dans les textes. Il y a un an, j'ai eu un cancer, donc c'est quelque chose qui est assez facile à repérer, par exemple, mais il y a des choses plus compliquées. Et les mots. Parce que avant l'opération, on va parler de certains types de traitements et puis on va parler de l'avant-chirurgie. Et après, on parlera des soins après la chirurgie, donc on ne parle pas de la même chose. Donc là, c'est pareil. On arrive assez bien à catégoriser les messages dans chacune des étapes de la vie du patient. Alors, pour conclure sur toutes ces méthodes d'enrichissement de messages, elles ne fonctionnent que si on a une chaîne de traitement en amont qui va nous permettre d'avoir des textes propres. Donc, comme le disait Nathalie, il y a plein d'abréviations, il y a plein de fautes d'orthographe. Et comme nos méthodes, elles sont basées la plupart du temps sur des lexiques, il faut qu'on arrive à nettoyer le texte. Donc, ce n'est pas toujours évident, mais bon, voilà, en y travaillant, on y arrive. Et le dernier point est beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire qu'on retrouve dans les textes des vocabulaires de patients qui ne sont pas ceux des professionnels de santé. Or, quand on veut utiliser des terminologies médicales, par exemple, on ne retrouve pas les mots que les patients utilisent. Donc actuellement, on est en train de faire un travail avec un étudiant de master qui consiste à aller repérer des mots qui sont fréquemment utilisés dans les textes des patients. Regarder s'ils contiennent par exemple des petits bouts de mots médicaux, onco, voilà, on sait que c'est ou cirrhose, des choses comme ça. Et en utilisant Wikipédia, on va essayer de voir à quoi ces mots sont associés. Et donc, on arrive à retrouver des associations telles que vous avez sur cet écran. Donc, on va savoir que oncologue, qui est utilisé par le médecin, est associé par les patients à onco, parce qu'ils en font l'abréviation. Que cancer est associé à crabe. Que céphalée peut être associé à mal de tête ou mal à la tête. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'apprendre semi-automatiquement et qui va beaucoup nous aider dans tous les traitements dont je vous ai parlé avant, parce que c'était vraiment une étape qui nous manquait et qui était liée au type de texte qu'on est en train de traiter. Alors, pour conclure également sur ces méthodes, et ça c'est un vrai problème pour nous, c'est qu'il faut qu'on a des problèmes pour évaluer toutes nos méthodes. À chaque fois, on a besoin de données à noter pour comparer ce que nous on extrait à ce qu'on aurait aimé retrouver dans les textes. Et du coup, on fait appel à des experts et c'est vraiment des choses qui sont assez longues. Donc on essaye de réfléchir actuellement sur des protocoles d'évaluation un peu plus automatiques. Alors, je vais rapidement vous donner des exemples de à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a ces documents enrichis, ces messages enrichis. Donc là, c'est les travaux de quelqu'un qui est également dans la salle, qui pourra peut-être répondre à vos questions tout à l'heure.
Une fois qu'on a ces informations, on va pouvoir les rajouter sur les messages pour les visualiser de différentes manières. Donc on peut avoir une vision linéaire avec qui a parlé de quoi ou avec quelle émotion. On peut aussi faire ressortir tout ce qui est interaction avec une personne cite une autre personne au cours du temps, avec pareil ces informations qu'on aura enrichies. On peut se placer également au niveau du message pour les faire ressortir. Donc quand on lit un message, on va aider la personne à s'approprier le message. Et il y a sans doute beaucoup d'autres utilisations de ces messages enrichis qu'on peut envisager. Alors pour conclure, dans ce projet, on a réalisé une première étape qui est la partie annotation. Donc avec tout ce qui est thématique, les différents marqueurs, sentiments, incertitudes et risques. On a rajouté des méta-informations. Quels sont les types d'auteurs qui écrivent dans les forums, avec quelle confiance, à quel moment. On a développé des ressources spécialisées, donc que ce soit pour aller repérer ces marqueurs particuliers dans les textes ou pour repérer le vocabulaire des patients. Et bien sûr, on a cette problématique autour des experts pour toujours aller valider ce qu'on extrait et être sûr que c'est vraiment de la connaissance médicale. Et pour finir, donc, une fois qu'on a fait ça, on est capable d'en sortir des visualisations qui vont donner du sens aux connaissances qu'on va retrouver dans les textes et qui pourront être utilisées soit par le patient qui recherche de l'information, soit le professionnel de santé qui essaye de mieux comprendre sa maladie, ou soit les proches qui également recherchent de l'information. En perspective, elles sont nombreuses. On essaye de réfléchir un petit peu à tout ce qui est multilingue, parce qu'il y a des forums dans toutes les langues. Les communautés, c'est quelque chose qu'on n'a pas regardé. Dans les forums, les gens ils forment des sous-communautés, ils aiment parler avec des gens qu'ils connaissent. Donc ça, on n'a pas encore regardé. Sur la confiance, on a beaucoup de choses à faire. Sur la recommandation, on a essayé de réfléchir un petit peu, recommander un message, recommander un ami, un patient qui est comme soi. Tout ce qui est évolution temporelle, suivre les sujets dans le temps. Et également déclencher des alertes sur des personnes qui pourraient présenter et parler, avoir des comportements anormaux ou inattendus. Donc voilà, donc je remercie les gens du projet. Et je vais laisser la parole donc à ma collègue qui va vous parler plus d'un cas d'étude précis autour du cancer. Donc, bonjour à tous, donc, je suis Caroline Molévy, je suis biostatisticienne à l'Institut régional du cancer de Montpellier. Donc là, je vais vous parler de qualité de vie relative à la santé et donc de son application dans les forums dédiés au cancer du sein. Donc dans un premier temps, je vais juste un peu vous replacer la qualité de vie dans les essais cliniques et la recherche clinique en cancérologie. Donc la qualité de vie, en fait, dans le développement du médicament est surtout étudiée en phase 2 et en phase 3, dont les objectifs principaux. Pour la phase 2, c'est d'étudier le bénéfice clinique en termes d'efficacité, et pour la phase 3, en termes de survie. Donc la qualité de vie est en phase 2 toujours un critère secondaire dans les essais cliniques, tandis que dans la phase 3, elle est à présent recommandée par des organismes de santé comme pouvant être un critère principal avant la survie globale. Donc en fait, on va à présent définir le concept de qualité de vie. Donc ce concept de qualité de vie, c'est un concept qui est subjectif, puisque chacun a sa propre définition de la qualité de vie, dynamique, puisque cette définition change au cours du temps, et c'est un concept qui est également multidimensionnel, qui incorpore trois types de dimensions, des dimensions physiques, sociales et psychologiques, ainsi que des symptômes liés à la maladie et au traitement. Donc la caractérisation de ce concept, c'est qu'il n'est pas directement mesurable. Donc c'est un trait latent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le mesurer, et donc il va être évalué au moyen d'auto-questionnaires qu'on va poser aux patients dans les essais cliniques. Donc pour pouvoir comparer en fait les essais cliniques, il va être nécessaire dans un premier temps de standardiser les questionnaires. Donc pour cela, deux types de questionnaires sont disponibles. Aux États-Unis, le FACT-G, et en Europe, le QLQC30, qui sont des questionnaires génériques. Donc, le QLQC30 a été développé donc, par l'ORTC, qui a son site à Bruxelles, et qui va être en fait translocalisation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'utiliser dans tous les types de cancers.
il est composé en fait de 30 questions, comme son nom l'indique, et qui vont être des questions à plusieurs modalités, à 4 modalités. Donc pour pouvoir après utiliser et analyser ce type de questionnaire, on va créer des scores ou des dimensions à partir soit d'un item, soit de plusieurs items. Donc dans le cancer du sein, on a aussi un questionnaire spécifique, puisqu'après pour chaque localisation, on va avoir des modules complémentaires pour étudier réellement les problèmes liés à chaque type de cancer. Et donc, dans le cancer du sein, on a en Europe le QLQ BR23 et aux États-Unis le FACT-BR. Donc, le questionnaire BR23, donc, il est constitué de 23 items. Dans ces 23 items, on va pouvoir étudier 4 types de fonctions, qui sont l'image corporelle, la fonction sexuelle, le plaisir sexuel et la perspective future, et 4 types de symptômes, qui sont les effets secondaires liés au traitement, les symptômes au niveau du sein et au niveau du bras, et puis après tout ce qui est inquiétude liée à la perte des cheveux. Donc il faut savoir que c'est quand même une analyse qui est très standardisée, puisqu'on va poser ces questionnaires dans les essais cliniques aux patients à plusieurs moments, puisqu'on va leur demander à l'inclusion, en fait, à la baseline des essais, puis au cours du traitement et au cours du suivi du patient. Et quand on va ensuite analyser ces questionnaires, on va pouvoir donc démontrer, on va étudier les fonctions et les symptômes, mais qui sont simplement référencés dans ceci. Donc vous voyez, je vous ai simplement montré, à partir de 23 items, on arrive en regroupant aux dimensions dont on vient de parler. Donc le cancer du sein et les forums de santé. Le cancer du sein en France, si on se reporte aux chiffres de 2012, c'est 48 000 nouveaux cas par an. Et donc les patientes sont assez portées sur les forums de santé. Il en existe d'ailleurs plusieurs qui sont recommandés par l'Institut national du cancer et la Ligue contre le cancer, donc en particulier les impatientes.com, associationessentielle.net et cancerdu5.org. Et donc les patientes vont aller parler de la maladie sur ces forums. Ça leur permet du point de vue de la patiente de rechercher de l'information et du soutien et de partager son expérience avec les autres. Pour le professionnel de santé, en fait, que va-t-on attendre de ces forums ? Par rapport à l'étude de la qualité de vie, ça peut être une véritable mine d'informations et on va pouvoir en fait, grâce à ces forums, sortir de l'analyse standardisée des questionnaires de qualité de vie posés dans les essais cliniques et réellement avoir une alternative à cette évaluation d'auto-questionnaire standardisé. Donc j'en arrive à la conclusion. La qualité de vie, une étude standardisée ou une étude à travers les forums de santé, à mon avis, c'est des études qui sont complémentaires, puisque dans les forums de santé, on va aller chercher tous les items et toutes les dimensions qui sont relevées dans les questionnaires de qualité de vie, et ça va nous permettre en fait de mettre en perspective les résultats qui vont être émergés de cette étude dans les forums, puisqu'on va pouvoir d'une part valider que tous les thèmes des questionnaires sont reportés dans les forums de santé, et on va ensuite pouvoir, ce qui est très intéressant, faire émerger de nouveaux thèmes qui vont être directement liés aux préoccupations des patientes et qui par exemple, comme les médecines parallèles, et pour lesquelles après, on va pouvoir, à mon avis, réintégrer directement dans les questionnaires pour essayer en fait de valider un plus grand nombre de passer sur un plus grand nombre de thématiques. Voilà, je pense que j'ai tenu mon temps. Moi, ça va être beaucoup plus basique. Et d'ailleurs, je ne savais même pas qu'on était autant analysé et scruté, tous les échanges qu'on a sur les forums. C'est assez passionnant. Et moi, donc, ça fait très longtemps que je suis là-dedans parce que j'ai créé le forum qui, à l'époque, était un tout petit site perso il y a 14 ans suite à mon propre cancer de la thyroïde. Parce que j'avais trouvé beaucoup d'aide sur un forum de langue allemande à la découverte des nodules. Parce qu'en fait, je suis de nationalité allemande, même si j'ai l'accent toulousain. Ça fait 36 ans que je vis dans la région et je travaille chez Airbus, donc bon, je me suis bien intégrée. Mais quand j'ai eu des nodules en 99, j'ai cherché sur Internet et à l'époque, il n'y avait pas encore de forum, il n'y avait pas d'Octissimo, il y avait encore, pour ainsi dire, rien. Il y avait 3-4 sites de médecins qui étaient très techniques, qui m'ont fait très peur.
Et j'ai dit, tiens, et pourquoi je ne chercherais pas sur Google, pareil, mais en allemand. Donc je me rentrais, je ne sais plus quoi, un nodule thyroïde, et je suis tombée sur un forum, un des tout premiers, un tout petit, où il y avait peut-être 500 messages en 3 mois, créé par un patient qui avait eu un cancer. Moi, pour l'instant, dans les médias, je ne savais pas du tout si c'était cancéreux ou pas, je savais juste que j'avais des nodules qu'il fallait surveiller, bon, c'était tout. Et j'ai regardé un peu comment ça fonctionnait, comment les gens échangeaient. J'ai débarqué avec ma question après 2-3 jours en disant bonjour, je suis en France, on m'a trouvé des nodules, qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Et des patients qui étaient passés par là m'ont dit bon, ça peut être bénin, ça peut être malin, même si c'est malin, n'aie pas peur, ça se traite. Et pendant les 6 mois entre la découverte des nodules, l'essai de les traiter avec des hormones pour voir s'ils n'allaient pas régresser, puis finalement ils étaient moches, donc il valait mieux les enlever, puis le diagnostic du cancer et tout ça. Donc entre la découverte et l'opération, j'ai vraiment eu le temps de tout apprendre sur le sujet, de discuter avec des gens qui avaient été opérés, qui me racontaient que ça s'était bien passé. Et donc du coup, je suis arrivée à l'hôpital les mains dans les poches, ou presque. Enfin, j'étais rassurée, je savais ce qui m'attendait. Et quand une semaine après, le chirurgien m'a appelé en disant ben, finalement ça avait l'air bénin, mais finalement. Non, il m'a rien dit en fait. Et je dis si c'est vous en personne qui m'appelait, c'est que. Et en fait, c'était bien ça. Mais je savais, donc je n'étais pas totalement paniquée. Je savais les options, que ça allait être le radioactif. Donc quand je suis allée en médecine nucléaire, ben, je savais ce que c'était, que j'allais être bloquée dans une chambre pendant plusieurs jours, tout ça. Et je l'ai vraiment bien vécu. Et j'ai eu la grande chance de tomber sur des médecins nucléaires, en particulier lors de ma cure d'iode, où j'étais pourtant pas très en forme, qui ont été étonnés que je sache autant et que je le vive aussi bien, qui m'ont demandé comment j'avais fait. Je leur ai raconté que j'avais donc trouvé ce forum. Et ils ont dit, mais c'est formidable, mais si seulement on avait ça en France. Et ça m'a donné un peu l'idée. À ce moment-là, je n'étais pas assez en forme, mais 2-3 mois après, une fois sortie de l'hypothyroïdie, tout ça, j'ai dit, mais pourquoi pas en fait? Et j'ai demandé aux copains allemands qui lui se connaissaient en HTML, tout ça, s'ils pouvaient me donner un coup de main. On a trouvé un site à l'époque qui existait, qui hébergeait des forums gratuitement, parcimonie, il n'existe plus je crois. Et donc j'ai lancé mon tout petit truc, c'était minuscule. Et 3 jours après, j'ai mis juste une petite présentation, voilà, un forum, je ne sais plus quoi, pour les patients qui ont des nodules à la thyroïde, qui ont des questions, et si vous avez des questions, posez-les. Et puis 3 jours après, la première question, et ça a commencé comme ça. Et c'est devenu assez grand, mais ça existe toujours, et donc apparemment les besoins sont là. Donc, ben, comme tout patient qui sort de chez le médecin avec un diagnostic quelconque, vous avez des nodules, vous avez des nodules, vous avez une hyperthyroïdie, vous avez une hypothyroïdie, il faut un traitement, et on sort et on a oublié la moitié. Enfin, ça dépend, si on a eu un mauvais diagnostic, si on a eu très peur, on a peut-être même retenu juste 10 ou 20%. Et puis il y a plein de questions qu'on n'a pas eu le temps de poser, qu'on a oublié de poser, qui nous viennent après, et c'est la nuit, on est chez soi, on est angoissé, et heureusement il y a Internet. Et vraiment Internet, je suis un fan de la première heure, mais depuis que je suis sur Internet pour des questions de maladies, encore plus, quoi, parce que même le malade dans le coin le plus reculé, et les malades même au fin fond de l'Afrique ou n'importe où, s'il a un accès à Internet, il va trouver quelqu'un, même avec une maladie rare, même, enfin c'est absolument... Il y a tout sur Internet, du bon et du mauvais, mais il y a du très bon et ça peut être fantastique. Donc, généralement les gens rentrent dans Google, ils rentrent un mot plus ou moins bien orthographié, plus ou moins bien écrit, et ils finissent par souvent tomber chez nous parce qu'on est relativement bien référencé, parce qu'il y a beaucoup de liens. Et donc, pour présenter rapidement le site, il est donc fait par et pour des patients. C'est moi qui l'ai créé, puis on est un petit groupe de membres actifs à le gérer, avec des informations, parce qu'au fil de mes recherches, j'avais quand même trouvé pas mal d'articles intéressants, et j'aurais trouvé dommage de ne pas mettre ça à la disposition d'autres patients. Donc on a une foire aux questions où on met les réponses aux questions qui reviennent souvent, les référentiels officiels, les articles bien faits, tout ça, et un forum de discussion où les gens donc, peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent. Et comme au fil des ans, ça devenait de plus en plus gros et de plus en plus lourd, en 2007, on a créé une association pour pouvoir le financer, parce qu'il fallait payer les serveurs, il y avait de plus en plus de déplacements, du matériel, enfin ça devenait trop lourd pour une personne. À 7 ans, je l'ai fait toute seule. Donc le forum actuellement, il faut s'inscrire pour pouvoir discuter, mais pratiquement tous les sous-forums sont gratuits.
sont gratuits, sont publics, je veux dire. Donc on les trouve avec Google. Il y a aussi des rubriques cachées, accessibles à certains groupes d'utilisateurs, surtout pour la gestion interne, pour discuter des cas qui posent problème, comment on répond à un tel, ou pour nos actions, pour préparer un courrier, pour protester contre telle mesure du gouvernement, ou n'importe quoi. Hein. Mais les discussions, de manière générale, sont libres, sont visibles par tous. Mais pour pouvoir discuter, il faut s'inscrire avec une adresse mail valable pour éviter un peu les spams, les arnaques et les mauvais plaisantins aussi. Et donc, depuis la nouvelle forme mise en service en 2004, on a à peu près 14 000 utilisateurs qui sont inscrits, mais au total, il y a à peu près 6 000 visiteurs par jour. Et plus de 5 messages par jour. Questions et réponses mélangées, mais il y a beaucoup de questions. Une grande foire aux questions. On est aussi sur Facebook avec une page où on annonce des rencontres, des conférences, des informations importantes, des nouveaux médicaments, des choses comme ça. Un groupe Facebook, alors si ça intéresse des gens, on peut discuter des différences entre un groupe Facebook et un forum, parce qu'il y a d'énormes différences. Ça peut être complémentaire, mais ça peut être vraiment galère à gérer quand c'est grand. Et chez nous, il est très grand et c'est pas toujours évident. Il y a beaucoup d'intelligence collective, les gens se gèrent très bien entre eux aussi. Il y a toujours quelqu'un qui va calmer le jeu, qui va rectifier une connerie, mais sur Facebook, c'est beaucoup moins évident à suivre et à garder quand même un œil dessus que sur un forum. Donc c'est chouette parce que les gens, quelqu'un qui débarque et qui est totalement déprimé, qui dit qu'il ne fait que pleurer, dans la demi-heure il va avoir 35 réponses. Ça va souvent être juste « Ah mon pauvre, je compatis ». Mais c'est ce qu'ils cherchent en fait, ils ne cherchent pas forcément des informations techniques. Donc ça peut être super bien parce que c'est très réactif, mais ça peut aussi être dangereux si quelqu'un lance une rumeur et que plein de gens la reprennent. Et ce n'est pas très facile à gérer parce qu'on ne peut pas mettre des liens, on n'a pas les profils des gens, on ne sait pas quelle maladie ils ont, donc c'est un peu galère. Mais apparemment c'est nécessaire, il y a des gens, surtout dans les jeunes, qui vont plus sur les forums, ils n'ont même pas le réflexe d'aller sur les forums. Donc on voulait quand même leur fournir quelque chose et ça marche quand même bien. On est sur Twitter, surtout pour diffuser des informations. Et sur YouTube, parce que quand on a fait des conférences avec des grands publics, avec des médecins qui nous font des exposés sur le cancer, sur le nodule, sur la chirurgie, comme il n'y a jamais beaucoup de monde qui peut venir assister sur place, on filme souvent nos conférences et après on le monte avec les PowerPoint et on met les vidéos sur YouTube. Donc il y a toute une série de vidéos sur différents aspects des maladies de la thyroïde sur YouTube. Et donc l'association créée 7 ans plus tard, qui a très vite été reconnue d'intérêt général et qui permet donc aux personnes qui le veulent pour nous soutenir de verser une cotisation quelconque, qui n'est absolument pas obligatoire, le forum est gratuit, mais s'ils trouvent qu'on est utile et qu'ils veulent nous aider, ils peuvent verser ce qu'ils veulent. Il y en a qui donnent 5 €, il y en a qui donnent 50, et on a au total un budget entre 5 et 7 000 € par an, qui permet à peine, ça finance les serveurs qui coûtent déjà 1 000 €, les déplacements, quelques impressions de brochures, et puis c'est à peu près tout, quoi. Mais on fonctionne comme ça, on est indépendant et on est content de l'être. On fait donc des rencontres entre personnes, on fait des conférences grand public, on trouve des médecins qui veulent bien nous faire des exposés, et ils sont de plus en plus nombreux d'ailleurs, parce qu'ils ont vu qu'on faisait du travail à peu près sérieux, qu'on n'était pas anti-médecin, on n'est pas là pour... Il y a des gens évidemment qui viennent dans le forum qui disent « mon médecin c'est un nul ». Alors, parfois on leur explique mais pourquoi le médecin leur dit ça ou ça ou ça, parce que c'est peut-être le patient qui l'a mal compris aussi. Évidemment il y a aussi des médecins nuls, ça existe, mais il y a aussi des patients difficiles. Enfin, on essaye de faire vraiment le médiateur entre les deux. On échange de plus en plus avec les médecins et les institutions. Genre, on a un stand à la Société française d'endocrinologie, au groupe de recherche sur la thyroïde. On coopère avec le réseau TUTIREF sur les cancers rares de la thyroïde, avec l'INCA et la HAS, la Ligue. Par exemple, dans les comités de relecture, quand il faut aussi un patient parmi tous les médecins qui vont relire les guides. On coopère au niveau national et surtout international, entre autres avec l'Alliance Maladies Rares et les 6 au niveau français, puis avec la Thyroid Federation International et la Thyroid Cancer Alliance, qui sont 2 fédérations internationales d'associations nationales de différents pays. Parce que je trouve ça vraiment très enrichissant de voir ce qui se passe dans d'autres pays, parce que ça peut être vraiment totalement différent. Et comme on fait partie des premiers
e-patients français, puisqu'en 2000, il y avait encore, pour ainsi dire, personne présent sur Internet, avec, entre autres, la directrice de Renalou. On est très souvent dans les conférences et congrès et colloques aussi qui traitent de la e-santé et des e-patients. Et le but, c'est vraiment de permettre aux personnes de mieux connaître leur maladie, d'améliorer les relations entre les malades et le monde médical en améliorant la compréhension mutuelle, et de défendre aussi, dans la mesure de nos moyens, les intérêts et les droits des patients. Par exemple, quand il y a des ruptures de stock de médicaments, on correspond en permanence avec les laboratoires, avec la NSM, en essayant de trouver des solutions, parce que c'est assez galère. L'année dernière, on a beaucoup donné d'ailleurs. Voilà. Donc on a quelques petits projets en cours, entre autres un portail internet pour mieux mettre en avant les informations qui sont déjà sur le site pour que les gens cherchent moins et posent moins souvent toujours les mêmes questions, parce que ça nous laisserait plus de temps pour autre chose, parce qu'on peut mettre un lien, c'est ça le grand avantage du forum par rapport à Facebook par exemple. Si quelqu'un vient même avec un problème très compliqué où il faut répondre longuement, je peux mettre 1 heure à lui répondre, mais je sais que plus tard, je pourrais retrouver cette réponse-là. Et si 3 ans après, quelqu'un vient avec un problème similaire ou en tout cas avec des points communs, je peux lui dire, tiens, voici le lien, telle personne a eu le même problème, et tu peux même la contacter en privé. Donc, c'est vraiment... Et ça, sur Facebook, on ne l'a pas. Si je réponds pendant 1 heure, 3 jours après, je ne pourrais même plus retrouver mon message, et c'est quand même dommage. Puis, ça n'aide pas les gens non plus. Donc, alors que là, on peut tout retrouver, et ça, c'est le grand point positif dans les forums. On a un projet en cours de rédaction d'un livre, mais c'est un peu un stand-by par manque de temps. Et il y a un laboratoire qui nous a proposé de développer un outil sur smartphone pour que les gens puissent rentrer et suivre leurs paramètres thyroïdes, genre leur taux de TSH, leurs symptômes. À tel moment, j'étais plus fatigué qu'à tel autre. Pour ensuite sortir des PDF quand ils veulent voir le médecin, ils pourront lui montrer un graphique pour dire voilà, avec tel dosage, j'allais mieux qu'avec tel autre. Et on est en train, donc nous sommes les conseillers côté patient à travailler avec une agence qui développe ce logiciel pour l'adapter le mieux possible aux besoins des patients. Et on a très peu de paperasse parce qu'on a de papiers à donner, mais j'en ai amené parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent pour les imprimer, donc on peut aussi les télécharger sur le site. On a une petite affiche que les médecins peuvent mettre en salle d'attente, comme ça les patients savent qu'on existe, un petit dépliant et une newsletter qu'on fait 1 fois par an pour nous présenter, quand on est par exemple dans des congrès, les médecins qui passent, on leur dit tiens, vous nous connaissez, vous pourriez nous recommander à vos patients. Et de plus en plus les médecins nous conseillent quand même, parce qu'on trouve, on dit toujours, on fait un peu le service après-vente. Le médecin, il va poser le diagnostic, il va dire vous avez des nodules, c'est pas grave, et même si c'est un cancer, c'est un bon cancer, si je devais en avoir un, c'est celui-là que je voudrais. Et puis, baf, et le patient sort de là, il est totalement abasourdi, il dit comment j'ai un cancer, mais c'est un bon cancer, mais chouette, c'est quoi, enfin. Et les médecins, la fois d'après, si les patients ont pu trouver les réponses à ces questions, il ne va pas poser X questions bêtes, il ne va pas non plus être apeuré, ils vont pouvoir discuter en face à face, donc c'est ça qui est important. Parce que maintenant, donc, que font les patients sur Internet? Pourquoi c'est bien qu'ils aillent sur Internet? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Il y a du bon, du mauvais. Il y a des charlatans. Il y a des gens qui essayent de dire qu'on peut guérir le cancer avec du jus de citron. Il y a de tout. Mais il y a quand même beaucoup de solidarité. Il y a beaucoup d'intelligence collective aussi dans les groupes. Bon, si on regarde les médias, il y a quelques mois, il y a eu une grande vague où on parlait beaucoup de cyberchondriaque. Et pourtant, c'est pas ça. Mais il y a eu, même nous, on en a fait les frais parce qu'ils sont venus pour Antenne 2, ils voulaient faire une émission soi-disant sur la recherche des informations sur Internet, avec un sujet cyberchondrie, et finalement, tout le sujet a été titré comme ça. Donc, on me voit à mon bureau, et dessus, j'ai la banderole cyberchondriaque. Donc, c'était pas très sympa. On a protesté, ça a été jusqu'au médiateur, ça n'a jamais rien donné, mais... Il y a eu pas mal d'articles comme ça, quand les patients jouent au docteur sur Internet, c'est pas pour ça qu'ils vont sur Internet. C'est normal qu'on en a un problème de santé d'être inquiet et de chercher des gens qui puissent répondre. Et si on ne peut pas téléphoner à son médecin, eh bien, on va chercher ailleurs. Et il y a souvent des gens très bien intentionnés et aussi bien informés qui vont pouvoir aider. Mais si c'est la première fois qu'on cherche, on ne va pas trouver l'information forcément toute seule. Donc avoir des gens qui savent déjà où est la bonne information et qui aiguillent, c'est important. Mais c'est vraiment pas pour... Évidemment, des hypochondriaques, ça existe. Avant, c'était des hypochondriaques. Ils allaient prendre le Larousse médical et ils allaient avoir toutes les maladies qu'ils allaient voir décrites dans le Larousse. Mais
tous les patients qui vont sur Internet, ils ne sont pas si vaccinés, heureusement d'ailleurs. Donc c'est vraiment pas ça du tout, c'est que les patients font. On l'a vu récemment, ce printemps, on a fait un sondage parmi nos patients sur le forum sur Facebook pour voir ce qu'ils faisaient exactement, pourquoi ils venaient et comment ils échangeaient ensuite avec le médecin. Donc l'objectif, c'est vraiment compléter les informations reçues du médecin, en apprendre plus sur la maladie. Ça permet aussi petit à petit de l'accepter, la maladie, parce que souvent les gens au début, ils arrivent juste le diagnostic posé, ils sont encore dans la phase de refus, de colère, il faut pas prendre, je ne veux pas prendre des médicaments, je vais essayer avec l'homéopathie, non, c'est pas un cancer, je ne veux pas me faire opérer, enfin, plein de choses comme ça. Et petit à petit, en voyant que d'autres sont passés par là, ont survécu, et la plupart finissent quand même par aller bien, une fois qu'ils sont bien dosés, petit à petit, ils acceptent, et donc ça se passe mieux après. Et surtout, partager l'expérience avec d'autres. Parce que le médecin, il a le savoir, il connaît la maladie. On ne prétend absolument pas pouvoir donner des informations médicales. Mais les pères patients, eux, ils ont le vécu. Et ça, le médecin, il n'a pas. Le médecin, il va dire l'opération est facile et ça se passe bien, on récupère vite. Mais le patient qui sort d'hôpital, qui dit j'ai été opéré hier, ça va bien, j'ai toujours ma voix, tout va bien, c'est un autre point. Donc on fait un peu le service après-vente. On peut poser toutes les questions, même les gênantes, genre sur la libido, ça n'importe quoi. Et on profite de l'expérience de ceux qui sont déjà passés par là. Et surtout, le forum, il est ouvert tout le temps. C'est trop tard déjà ? J'ai fini, hein ? Oui. Non, donc, il est ouvert 24h/24. Les réponses restent en ligne, donc on peut le consulter même s'il n'y a personne en ligne. Et comme on a beaucoup les Québécois, par exemple, il y a vraiment toujours quelqu'un pour répondre. Donc, on ne veut pas du tout faire ça. Les patients qui savent tout et qui râlent, et ça existe bien sûr, mais enfin, ce n'est pas forcément notre faute, mais on veut vraiment faire ça, donc on va finir avec ça. Permettre aux patients d'être un patient éclairé, c'est-à-dire il connaît sa maladie, il veut la comprendre, la maladie et le traitement, participer aux décisions, et ça donne donc une médecine participative où le médecin et les patients peuvent discuter et comprendre chacun la position de l'autre. Et voilà. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage qui nous prouve combien il est intéressant de mettre en place des forums. Et je pense que c'était une très jolie conclusion à cet atelier pour reboucler sur le vrai patient, la vraie maladie et comment est-ce qu'on peut effectivement se servir de ces outils-là. Donc, je crois que nous avons un peu pris de retard, donc on n'aura pas trop de temps pour le débat tel que j'espérais le suggérer. Néanmoins, il y a des pauses café et voilà, je vous invite à discuter et continuer la discussion au travers de nos espaces conviviaux dans cette université d'été. Merci beaucoup, merci à tous les orateurs pour la qualité de leur présentation. Personnellement, j'étais très 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 contente de cet atelier, donc j'espère qu'il en est de même pour les autres personnes. Voilà.